nous allons parler du film Midnight Express et surtout en fait de ce que ce film signifie. Il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, je sortais d'une soirée chez un ami au Lilas et je raccompagne une personne que j'avais rencontrée dans cette soirée, près de chez elle, à Beaubourg. Et dans la voiture, on parle. Et puis, la conversation roule un moment sur la Turquie. Je dis, vous avez déjà été en Turquie? Elle me dit, ah ben ça non, jamais. Ah bon? Donc je trouve ça un petit peu violent, je lui demande pourquoi. Et elle me fait cette réponse qui me stupéfie. Elle me dit, vous comprenez, j'ai vu Midnight Express au moment de sa sortie, et ça m'a vacciné contre la Turquie. Et ceci venant quand même d'une personne plutôt éduquée, directrice d'un festival en Belgique, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Néanmoins, ce n'était pas tout à fait la première fois que j'avais ce genre de réaction. Ayant fait, parce qu'avant j'étais producteur de films publicitaires, j'avais fait pas mal de films pour des agences turques, et en fait je me heurtais assez souvent à la réticence de comédiens ou de techniciens, etc., qui dès qu'on parlait de travailler avec les Turcs, disaient oh là, moi j'ai vu Midnight Express, etc. Donc j'étais un petit peu habitué. Donc j'ai été, ça m'a effectivement interpellé, et j'ai été prendre dans un vidéoclub le DVD du film, que je n'avais pas chez moi. Je l'avais vu à l'époque. C'est pas un film dont je gardais, enfin je me souvenais en gros du propos extrêmement négatif, mais voilà, j'avais pas plus de souvenirs que ça. Donc je regarde le film et là je vois en fait quelque chose d'assez troublant. C'est-à-dire qu'il y a dans ce film deux mondes qui s'opposent. Il y a d'un côté les Turcs. J'espère qu'il n'y a pas de Turcs ici, parce que vous allez être très embarrassés par cette présentation qui est faite des Turcs. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a vraiment rien à sauver chez les Turcs. La bouffe est dégueulasse, et ça on le répète dans tout le cours du film. Tous les Turcs, hommes, femmes, enfants, sont vicieux, violents, violeurs, fourbes, corrompus. Enfin, c'est vraiment, c'est un peuple dégueulasse. Et tout ça revient tout le temps, comme des antiennes, et on a constamment des commentaires sur, effectivement, sur la nourriture, sur la violence, la fourberie des Turcs, sur, évidemment, la justice qui n'existe pas, la religion, de manière assez insidieuse, qui apparaît comme ça, comme étant mise en parallèle avec des moments de grande violence. Alors, elle n'est pas directement attaquée, mais c'est quand même là. Et une chose qui ressort aussi tout le temps, c'est que les Turcs, ils ne sont pas comme nous. Nous étant les Américains. Les Américains, au contraire, donc, que l'on découvre à travers le héros, Billy Hayes. Les Américains, ils sont chrétiens. Vous voyez, il a sa petite croix chrétienne. Donc, ils ont toutes les vertus de la chrétienté et de l'Occident. Ils sont propres, alors que les Turcs sont sales. Ils sont honnêtes, alors que les Turcs sont malhonnêtes. Ils sont intelligents, alors que les Turcs sont vraiment des gros cons. Je suis désolé, mais c'est comme ça que c'est montré. Et tout est comme ça. Et donc, en fait, il y a une supériorité de ces Américains par rapport à ces pauvres Turcs qui sont quand même un petit peu, au mieux, bas de plafond, au pire quand même, vraiment extrêmement une sous-humanité. Et alors ça s'exprime donc par des phrases qui reviennent tout le temps, et par des choses quand même assez étonnantes. À un moment, le père visite son fils en prison, et le fils vient d'être condamné, et il voit le gardien-chef, donc qui est un espèce de type vicieux, et donc avant que le fils reparte, il prend comme ça le gardien-chef, et il lui dit « Prends soin de mon fils, sinon je te massacre, sale turc ». C'est évidemment la chose à faire si on veut que son fils soit préservé quand même, c'est la meilleure des choses. Et ça va un petit peu plus loin, lorsque le même Billy passe une deuxième fois en jugement, là, c'est lui qui prend, son avocat étant évidemment une espèce de planche pourrie, c'est Billy qui prend les rênes,
et qui va s'exprimer directement, d'abord à l'avocat général, et puis après au juge. Un avocat général, il fait la leçon quand même, et on voit que Billy a lu Pascal, puisqu'il lui dit, ce qui est illégal hier sera légal demain. Pascal disait vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc on voit que quand même ce garçon est cultivé. Et puis après, il fait référence au Christ, et il dit le Christ a su pardonner. Moi, je ne vous pardonne pas, évidemment, je vous hais. Il donne aussi une petite leçon sur la justice. Il dit vous sauriez qu'une société juste se base sur la notion de pitié, sur son sens de la loyauté, de la justice. Autant demander à un ours de chier au WC. Tout ça, il le dit au juge. Ce qui est quand même une défense assez intelligente, enfin, si on veut avoir des chances de s'en sortir. Mais ça n'est pas suffisant quand même. Il faut quand même un petit peu appuyer. Et donc, il continue en disant, là, les juges ont baissé la tête, honteux hein, quand même, ils se sentent un petit peu merdeux. Et il continue en disant, ça m'étonne que des porcs comme vous ne mangent pas de porc. Jésus a pardonné aux salauds. J'en suis incapable. Je vous hais, je hais votre nation, je hais votre peuple, et j'encule vos fils et vos filles parce que ce sont des porcs. Vous êtes un porc, dit-il en fixant le juge. Vous êtes tous des porcs. Ce qui est quand même assez bien comme défense. Je veux dire, on peut dire, il en a le mec. Bon, voilà. Et on assiste à ça pendant 2 heures. Et moi, je sors de ça. Alors, il y a après cette séance, très très bizarrement, il est condamné, donc pour la 2e fois, à 30 ans. Et il est condamné, mais les juges s'excusent. Il lui dit, on est désolé, on est obligé de vous condamner parce que l'ordre vient d'en haut. Mais là, ce qu'il a dit, c'était formidable. Enfin, évidemment, il a raison, mais voilà. Et ensuite, ce même garçon, dont vous avez vu qu'il est délicat dans ses paroles, s'en prend à un moment à un autre prisonnier turc, qui est évidemment une saloperie intégrale, et il se bat avec lui, et il arrive à faire quand même quelque chose. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà essayé de faire ça, mais il lui arrache la langue avec les dents. Et je vous conseille d'essayer, c'est quand même vraiment pas évident. Hein, et voilà. Et après, tout est à l'avenant. Donc c'est quand même 2 heures de haine, aussi quand même de bêtises, et de répétition comme ça, constante, d'expression en fait d'une supériorité revendiquée par ces Américains face à ces pauvres Turcs qui sont pas grand-chose en fait. Et moi je vois là-dedans tous les ingrédients du racisme évidemment, du colonialisme et de l'impérialisme culturel. Il y a une telle arrogance là-dedans. Donc je suis évidemment gêné. Il y a quand même une religion qui est supérieure à l'autre, et il y a surtout une humanité qui est supérieure à l'autre, enfin qui est à peine une humanité, à l'ébauche d'une humanité. Je me dis, mais comment on peut faire un tel film? J'imagine le mec qui écrit une séquence comme ça, là, quand Billy arrive au tribunal, il a les juges en face de lui, et il leur dit, j'encule vos fils, ah ouais, super, j'encule vos fils, et vous êtes big porc, ah ouais, super bien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour écrire quelque chose comme ça? Et ça me trouble. Et ce qui me trouble encore plus, c'est que ce film, donc ce que je vous racontais tout à l'heure là, avec cette Belge qui m'avait dit être vaccinée, c'était en 2007-2008, c'est-à-dire 30 ans après la sortie du film. 30 ans après la sortie du film, c'est un des films les plus vus de l'histoire du cinéma. Et lorsqu'ils ont ressorti un DVD pour le trentenaire, c'était le DVD qui a été le plus vendu. Donc ça veut dire qu'il y a un public. Et ça, pour moi, c'est aussi troublant. C'est-à-dire que des gens expriment un racisme ou quoi que ce soit, bon, ça peut arriver, mais qu'en fait, ce public, partout dans le monde, marche là-dedans. Voilà ce qui m'a vraiment interpellé. Donc j'ai voulu comprendre. Et toute la démarche, en fait, que je vais vous expliquer, c'est cet effort de compréhension. Pour comprendre, en fait, je me suis dit, bon, parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que
il est précisé au début du film que ce film est une histoire vraie. Donc lorsque vous dites ça déjà au départ d'un film ou d'un livre ou quoi que ce soit, vous avez une espèce comment dirais-je, vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose, donc ce que vous dites c'est vrai, donc ce que vous allez montrer c'est vrai. Et donc la manière dont vous montrez ces gens, tout ce que vous dites, c'est la réalité, puisqu'on vient de vous dire que c'est vrai. Et donc j'ai été chercher, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai été voir d'abord quelle était l'histoire, dans la presse, etc. L'histoire en fait au départ c'est celle-ci. Dans les années, à la fin des années 60, les Américains commencent à être très gênés par les mouvements contestataires qu'il y a aux États-Unis. Contestataires des minorités noires, contestataires contre la guerre au Vietnam, contre la société de consommation et l'American way of life, etc. Les choses commencent à être remises en question. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un lien entre ceux qui contestent et la consommation de la drogue. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'un côté poursuivre pas mal les têtes émergentes de cette promotion de la drogue à l'intérieur des États-Unis. Et à l'extérieur, ils vont essayer d'assécher en fait l'arrivée de la drogue. La Turquie à l'époque est effectivement un grand pourvoyeur de drogue. Et il y a en Turquie d'immenses champs de production de drogue, de production, de transformation, etc. Et cette production de la drogue profite en fait à tout le monde. Elle profite à l'armée, elle profite à certains politiques, elle profite à des mouvements kurdes, elle profite à des mafias, et il y a toute une économie qui vit là-dessus. L'Amérique a les moyens d'imposer à la Turquie de cesser cette production. Ça gêne effectivement tout le monde. Et comme l'Amérique insiste, la Turquie arrête, mais dit, d'accord, très bien, mais à ce moment-là, on sera, comment dirais-je, on ne laissera pas passer les trafics, etc., qui se feront sur notre territoire. Ce jeune garçon, Billy Hayes, choisit ce moment pour quitter le début d'études qu'il avait commencé aux États-Unis et commence à traficoter en fait entre la Turquie et l'Europe. Et il se fait gauler. Et donc, il se fait gauler, donc il est arrêté, il va en prison, et là il est condamné à 5 ans ou 4 ans de prison. Son père, qui n'admet pas que son fils soit enfermé dans une prison de sauvages, parce qu'évidemment, les prisons, on sait bien, les prisons aux États-Unis sont beaucoup mieux que les prisons turques. Demandez aux Noirs américains, demandez qui ont un grand sens de la justice. Il commence à s'agiter un petit peu, à faire des actions, des politiques lui embrayent le pas, et ça remonte en fait jusqu'au gouvernement américain. Et là, les Turcs s'énervent. Et pour faire un exemple, ils rejugent ce garçon qui prend 30 ans de tôle. C'est injuste, mais il est pris dans un truc qui le dépasse, et son père n'était pas obligé de faire. Et du reste, le gouvernement avait assez mollement soutenu ses actions. Il n'était vraiment pas obligé de faire ça. Donc il est condamné à 30 ans, il est déporté, enfin il est transplanté de la prison dans laquelle il est à Istanbul sur la prison de l'île d'Imralı. Là, c'est une prison ouverte. Le système des prisons ouvertes, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu ici, parce qu'il y en a, je crois, qu'une en France, alors qu'il y en a quelque chose comme 44 en Turquie. Il y en avait déjà une quarantaine à l'époque. Les prisons ouvertes, c'est un moyen en fait de réinsertion des gens, et dans lequel on donne aux gens la possibilité de vivre à l'extérieur et tout en étant prisonnier. Donc ce garçon va passer 2 ans dans une prison ouverte sur cette île. Il va s'échapper, on ne sait pas très bien comment. Il y a 10 000 versions qui traînent autour de ça. Lui a changé je ne sais trop combien de fois de versions. Il va sortir de cette prison et il va atterrir aux États-Unis. Là, il se dit que peut-être il peut raconter son histoire. Et là, on passe à la deuxième partie de mon enquête, c'est-à-dire il y a eu un livre qui a été écrit à partir de ça. Donc il a raconté son histoire à des journalistes, et puis il a rencontré un type qui est journaliste lui-même, qui s'appelle William Hoffer,
qui est un journaliste qui s'est fait connaître en écrivant, en aidant des gens à écrire leur histoire. Et comme par hasard, ce type a écrit plusieurs histoires, mais au moins 2 best-sellers qui sont à chaque fois des histoires de pauvres Américains qui sont pris entre les mains de méchants musulmans. C'est Midnight Express et Jamais sur ma fille. C'est un hasard, mais c'est formidable quand même. Et donc, il écrit avec ce garçon, il écrit ce livre. Et là, donc je lis le livre, et je vois en fait la vision de ce garçon qui a passé donc 5 ans dans les prisons turques, qui avant avait passé déjà quelques mois entre la Turquie et l'Europe. Et je pense fortement, parce que ce garçon en fait n'a jamais rien compris à ce qui lui arrivait. Il n'a pas compris il évoque le fait qu'il y a un petit truc politique, mais il ne sait pas très bien. Par contre, ce qui revient tout le temps dans le livre, c'est que les Turcs, ils sont pas comme nous. Et ça, c'est vraiment pas bien. Il faudrait qu'ils soient comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Et je pense à ce moment-là à un écrivain qui est plus très connu aujourd'hui, qui s'appelle Camille, qui est un humoriste. Camille, c'est un humoriste du début du siècle. C'était pour Charlie Chaplin le plus grand humoriste du monde à ce moment-là. Et Camille a écrit un livre qui s'appelle La famille Rikiki. La famille Rikiki, c'est une famille qui gagne une espèce de loterie nationale, qui gagne le gros lot. Et c'est des tout petits bourgeois, très très étroits, ils n'ont aucune ouverture, etc. Et ils ont le gros lot et ils vont faire le tour du monde. Et ce sont des gens donc, qui vont appliquer leur logique petite bourgeoise à tout ce qui peut leur arriver. Et c'est formidable parce qu'à chaque fois ça marche. C'est-à-dire qu'en restreignant le monde toujours à leur petite vision, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Et quand je lis donc, ce livre, j'ai l'impression qu'en fait il est sorti de la famille Rikiki. Donc je l'appelle Billy Rikiki. Mais il y a quand même des choses qui sont très nettes, c'est que certains éléments du film sont déjà là. C'est-à-dire que effectivement la bouffe est infecte, effectivement tous les Turcs sont quand même des voleurs, violeurs, corrompus, etc. Et puis, il mentionne donc sa prison, son enfermement sur l'île d'Imraneux. Et à un moment même, parce qu'il est quand même assez conscient de ce qui lui arrive, c'est le moment où Nixon subit le Watergate et doit démissionner. Et il écrit à Nixon, et il commence sa lettre en disant « Cher compagnon d'infortune », parce qu'effectivement, ce que lui vit, le truc de Nixon, c'est un peu la même chose. Donc, il y a une dimension quand même, au départ, qui est un petit peu comique dans tout ça, qui est franchement ridicule, mais qui ne sera jamais, en fait, réellement prise en considération. Et là, quand même, ce qui est étonnant, c'est que donc, dans ce livre, il fait vraiment preuve de sa bêtise, de son étroitesse d'esprit. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que par la suite, ce plouc va intéresser le cinéma. Comment la production s'en empare? En fait, il se trouve que il y a en Angleterre un jeune producteur qui s'appelle David Putnam, qui est un producteur qui a le vent en poupe, qui vient de faire un film avec un réalisateur qui a également le vent en poupe, qui s'appelle Alan Parker. Alan Parker, c'est un type qui vient de la pub. C'est-à-dire que la pub, en fait, ne marche que sur des clichés. Et Alan Parker est très bon pour ça. Il faut savoir qu'à l'époque, les réalisateurs anglais de publicité sont les rois de la pub, dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cinéma anglais, qui était très très riche, a été complètement bouffé par le cinéma américain après-guerre. Le cinéma anglais n'ayant pas une construction comme celle que nous avons avec le CNC, etc., de protection du cinéma, le cinéma s'effondre et en fait tous les talents sont partis soit dans la télévision, et donc ça a donné le documentaire et des très bons documentaristes ou des cinéastes qui ont fait des films sociaux, etc., des films plutôt engagés, soit dans des choses beaucoup plus formelles, donc qui étaient la pub, où il y avait énormément d'argent à gagner, et où des gens comme que ce soit Alan Parker, Ridley Scott, Adrian Lyne, Hugh Hudson, etc., qui ont fait après des longs métrages, ont été des rois de la publicité.
David Putnam parie sur un de ces jeunes barons de la pub, Alan Parker. Ils font ensemble un film qui s'appelle Bugsy Malone, avec des enfants, et qui est un film qui, à l'époque, a pas mal de succès. Putnam, qui est ambitieux, va aux États-Unis, a envie de faire quelque chose avec l'Amérique, et rencontre un type qui s'appelle Peter Goober, qui sort des studios. Et Peter Goober a lu ce bouquin sur Midnight Express. Il dit tiens, il y a peut-être un truc intéressant. Putnam lui a parlé d'Alan Parker qui passe à New York, il lui donne le livre et lui dit est-ce que ça vous intéresserait? Et Parker dit oui, ouais, très bien. Enfin, il a un producteur américain devant lui, Hollywood, Putnam derrière, etc. Il dit formidable, ok, allons-y. Et la production se monte comme ça. C'est pas une production de studio, c'est-à-dire il n'y a pas énormément d'argent. C'est relativement un petit film, c'est un film de producteur indépendant. Et donc ils vont faire appel à un jeune scénariste qui n'a pas fait grand-chose juste là, qui est soutenu quand même par... bon, ça me reviendra tout à l'heure, enfin, par un cinéaste à New York, celui qui a fait les gangs de New York, etc. Très connu. Scorsese, merci. Et donc, parce qu'il a fait un court-métrage que Scorsese a bien aimé, etc. Et bon, voilà, donc on propose Oliver Stone. D'où vient Oliver Stone? Oliver Stone, c'est un fils de très bonne famille, si on peut dire. Son père est un banquier qui a travaillé très proche de Eisenhower, donc qui est dans les petits papiers des gouvernements, etc. Oliver Stone, sa mère est française. Les parents ne s'entendent pas. Oliver Stone est un peu déboussolé. Il part faire la guerre au Vietnam. Et puis il revient. Il se fait gauler à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, parce qu'il a de la drogue avec lui. Donc le sujet, effectivement, en plus, ça pourrait lui parler. Sauf que lui, il ne va pas aller en prison, etc., parce que papa est derrière, et que papa peut faire en sorte que la justice ferme les yeux pour lui. Donc voilà, et donc il a... mais il garde quand même une rancœur contre la justice là-dessus, et cette rancœur, en fait, va s'exprimer autrement. Et on lui demande d'écrire le scénario. Comme c'est, on va dire, le maillon faible de l'histoire pour l'instant, on l'emmène, Alan Parker et Putnam l'emmènent à Londres, où on lui donne un petit bureau dans une soupente dans la maison de production de Parker, et puis il écrit. Parker le traite vraiment de manière assez dédaigneuse. Il écrit son truc, et dès qu'il a fini, hop, il se barre, ils se verront plus jamais. Parker et Putnam lisent le scénario, ils trouvent ça génial. C'est lui qui a écrit ces merveilleux dialogues que vous avez pu lire, qui sont... et franchement, ce que je vous ai lu, tout est de la même mot tout le temps. C'est-à-dire que c'est une charge. Je dis bien, il n'y a pas une seule chose positive sur la Turquie dans ce film. Mais pourquoi Oliver Stone était tellement anti-turc? On va y venir. En fait... il a repris l'histoire, il a fait quelques changements. Le premier changement qu'il a fait, en fait, c'est que ce qui était jusqu'à présent juste de l'ostracisme et du racisme ordinaire, on va dire, de ce pauvre Billy Rikiki, en fait, là, ça devient vraiment de la haine et de la violence. Le scénario est beaucoup plus violent. Et puis, il va totalement oublier tout ce qui se passe sur l'île d'Imrale, et donc dans cette prison ouverte. Ça serait trop sympa. Il faut que, une fois qu'il reste en prison dans un univers absolument horrible. Et donc, il va rester dans cet univers horrible. Et donc, le petit plouc du départ, en fait, devient un espèce de super-héros. Ça n'est plus Billy Rikiki, c'est Super Rikiki. Hein, parce que c'est lui qui va, alors qu'il est sous la botte des Turcs, il va quand même les niquer. Et il va arriver à s'échapper, il va dire aux juges ce qu'il pense, et puis les juges vont baisser la tête, et même il va tuer le gardien, le méchant gardien à la fin, sans vouloir. Alors, en fait, il le tue, mais c'est un petit peu par accident, mais il le tue quand même, donc il est quand même plus fort. Et il s'échappe. Et quand il rentre chez lui, eh bien, il retrouve son père, sa mère, qu'il aime, sa petite amie,
sa petite amie qui est vraiment une gentille fille et qui l'a attendue pendant toutes ces années, et qui même quand elle vient en prison, comme c'est une bonne chrétienne et qu'il n'a pas vu de femme depuis 4-5 ans, et qui demande qu'elle se découvre la poitrine et qu'il se masturbe, elle dit « Oh non, fais pas ça, oh non !» Parce que bon, c'est pas bien de faire ça, et que quand on a une éducation chrétienne, on n'accepte pas ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment, tout est bien par rapport au... Et donc ça, c'est une étape suivante. Et puis, il y a le tournage. Et le tournage ne va faire en fait que mettre tout ça en œuvre de manière extrêmement efficace. Effectivement, enfin efficace pour les gens en fait qui ont l'habitude de voir des films publicitaires et qui finalement se contentent de ça. Mais il faut croire que ça marche, puisque vous avez des millions de gens qui ont vu ce film et qui l'ont apprécié, qui l'ont plébiscité, qui en ont fait vraiment un film culte. Évidemment, tous ces gens n'ont jamais été... Ah oui, alors attendez, excusez-moi, j'ai quand même oublié une chose, c'est que je me suis demandé, en lisant le scénario d'Oliver Stone, parce qu'Oliver Stone dit toujours qu'il se renseigne toujours beaucoup, et voilà, ce qu'il écrit, c'est quand même, ça s'appuie sur de la documentation. Or là, en dehors du livre qui est assez indigent et de la haine répétée, je ne vois pas ce qu'il y a. Et en fait, je trouve quelque chose en lisant un texte de Mark Twain. Mark Twain, en 1866 ou 7, fait une croisière autour de la Turquie, enfin autour de la Méditerranée, pardon, et essentiellement en Égypte, et puis elle monte, Liban, Syrie, etc., et la Turquie. Et en Turquie, en fait, on retrouve tous les ingrédients du film et du scénario dans ce texte de Mark Twain. C'est-à-dire que les gens sont tous moches, nuls, etc. La bouffe est dégueulasse, on revient tout le temps là-dessus. La religion est vraiment nulle, et les gens, soi-disant, ils se baissent 5 fois par jour, mais en fait, ils n'ont rien à foutre de tout ça, au contraire, évidemment, de nous. Enfin, et c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a déjà, dans ce texte de Mark Twain, pratiquement un siècle avant, alors lui, c'est traité avec humour, et pas avec la violence et la haine qu'il y a après chez Oliver Stone, mais tous ces éléments sont déjà là. Et moi, ça me fait penser, alors, notamment ces séquences de violence, là, quand il arrache la langue de l'autre, et puis c'est constamment de la violence dans le film, ça me fait penser à une autre chose, parce que cette violence, elle n'est pas... elle est, comment dirais-je, elle est inhérente en fait à la culture américaine. Ça fait des décennies que les Américains nous abreuvent comme ça d'une violence constante. Et je me souviens d'une nouvelle de James Baldwin qui s'appelle Face à l'homme blanc. James Baldwin raconte l'histoire d'un flic dans un état du sud. Il rentre chez lui le soir, il est fatigué, il se couche, sa femme a envie de faire l'amour avec lui, et sa virilité a du mal à se réveiller. Bon, sa femme se retourne de l'autre côté, puis lui il est là, les yeux au plafond, et il repense à sa journée. Et sa journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré un nègre, et ça c'était quand même pas mal, ça lui a fait du bien. Puis après il a violé deux gamines, et là ça commence à l'exciter. Et puis, tout ça lui rappelle en fait un souvenir d'enfance. Quand il était gamin, il avait 10 ans, et ses parents l'ont emmené à un lynchage. Il faut savoir qu'entre 1889 et 1940, il y a quelque chose comme 3600 lynchages aux États-Unis, c'est-à-dire au moins 1,5 par mois ou par semaine, je crois que c'est par semaine. C'est quand même pas mal. Et en fait, ce gamin assiste à ce lynchage, il est sur les épaules de son père, ils sont tous là en train de regarder comment on martyrise un nègre, et sa mère est là dans un espèce de sourire extatique, et elle est tellement belle. Et pour lui, c'est un moment fondateur. Et en fait, je crois que ce film, en fait, participe de ça. Tout ça, on nous dit c'est une histoire vraie, mais c'est pas une histoire vraie. Ce ne sont que des comment dirais-je, que des symboles en fait qui sont posés là pour montrer la supériorité.
un autre symbole que j'ai oublié, c'est qu'en fait, pendant tout le temps du film, les Turcs parlent turc, en fait, ils baragouinent un Turc, qui sort comme comme des mitraillettes, c'est-à-dire très très vite et très sec, etc. Et cela n'est jamais traduit. Il n'y a pas de sous-titres. Ce qui fait qu'on ne comprend pas. Mais en fait, on n'en a rien à foutre. Puisqu'on n'a rien à faire de ce qu'ils disent. Bah, vous écoutez, vous avez besoin de savoir ce que dit un chien quand il aboie? Non? Bon, bah là, c'est pareil. Donc, les Turcs aboient, alors bon, ça peut avoir... mais on n'a pas besoin de savoir. Et en fait, quand ils arrachent la langue de ce type, c'est aussi parce qu'on sait évidemment que c'est totalement impossible. Si on réfléchit 2 secondes, on ne peut pas arracher la langue de quelqu'un avec les dents. C'est pareil, c'est un moyen de lui enlever la parole. Donc, voilà, on a tourné tout ça, on a mis tout ça, et je me dis quand même, c'est fou parce que, ok, qu'un mec écrive sur son petit bureau, sur sa petite machine, des horreurs et des folies comme ça, pourquoi pas? Que les gens le mettent en scène, déjà, c'est quand même plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la vision des producteurs, évidemment du réalisateur. Il faut le faire, il faut imaginer de faire comme ça, que personne dans l'équipe dise non mais attendez, arrêtez, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire, c'est complètement... Je ne parle même pas du côté raciste ou discutable, mais du côté complètement absurde de tout ça. Et tout ça est passé quand même dans la moulinette de monteurs, d'une production américaine, où on sait qu'il y a des projections tests, etc. Et tout ça passe. Ils ne sont quand même pas si sûrs que ça, puisque le film est quand même sélectionné à Cannes. Ça veut dire que quand même le jury de Cannes trouve que ce film mérite d'être vu. Et les producteurs, à ce moment-là, ils sont pas du tout sûrs de ce qu'ils ont fait. Et ils pensent qu'ils vont se rétamer. Les premières projections de presse, la presse, il y a des gens qui n'ont pas l'air de vraiment apprécier. Effectivement, il y aura des journalistes qui diront le lendemain que c'est un film raciste. L'événement du jeudi dira « ce film est un vaccin contre la Turquie ». Donc le truc est déjà lancé. Mais la projection le soir, ovation, les gens applaudissent, etc. Et derrière, même si dans la presse, il y a eu des gens qui ont manifesté leur mécontentement par rapport à ce film va être un succès. Derrière, il y a presque les équivalents des Césars, c'est-à-dire c'est des cérémonies avant les Oscars, c'est les Globes... ouais, non, c'est pas Globe Awards. Golden Globes. Golden Globes. Ils ont 8 nominations et 6 Golden Globes. C'est-à-dire meilleur scénario. Donc, vous voyez, ici, après, quand on a un prix, quel qu'il soit, je pense qu'on peut se dire qu'on doit rester quand même extrêmement humble, parce qu'on voit comment les prix peuvent être distribués. Donc il y a 6 Golden Globes. Meilleur scénario, pas meilleur réalisateur, parce que c'est un Anglais et qu'il ne s'est pas bien entendu avec Oliver Stone, donc ils ne vont pas lui donner le truc, mais meilleur scénario, meilleur film, meilleur ci, meilleur ça, meilleure musique, etc. Et quelques temps après, même chose à Londres, 6 BAFTA, dont là, pas meilleur scénario, mais meilleur réalisateur pour Alan Parker, etc. C'est-à-dire que quand même, ce film est, non seulement il est accepté, mais il est encensé par tout le monde. Et donc je me dis, mais d'où ça vient? Comment ça se fait qu'on puisse faire quelque chose comme ça? Et le viol? Comment? L'histoire du viol. Il est ajouté dans le film, il y a un viol dans le film. Il est violé dans le film. On parle beaucoup de viols, on dit qu'ils sont... le prisonnier n'est pas violé? Non, alors à la fin, il risque d'être violé, et c'est là où il tue malencontreusement, c'est-à-dire que le méchant gardien-chef veut le violer, on le voit qui enlève qui se débraguette, et l'autre lui donne un coup de tête, et hop, le gardien-chef recule, et il est tué parce qu'il a... Mais ça, c'est dans le film, mais c'est pas du tout dans le livre. Non, c'est pas dans le livre, ben, évidemment Ah non, oui, parce que... c'est intéressant, oui, c'est complètement changé. Ah ben, c'est ce que j'ai dit, la fin n'a rien à voir. Lui, il s'est échappé. Alors, j'ai peut-être pas été effectivement assez clair, c'est-à-dire qu'il s'est échappé, oui, pardon, tu as tout à fait raison. Il s'est échappé, donc dans le livre, c'est raconté que dans le livre, il s'est échappé donc, de cette prison ouverte, en fait.
il a profité un jour d'une tempête. Il y avait un bateau de pêcheurs qui était là, lui était là, hop, il est monté sur le bateau de pêcheurs, puis il est parti, on ne sait pas très bien comment. Bon, donc en fait, on ne sait pas très bien comment il est parti, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec, avec la fin. Toute la deuxième partie du film n'a rien à voir ni avec la réalité, ni avec le livre, ni avec quoi que ce soit. C'est totalement inventé, et c'est de la pure violence pour je ne sais pas quoi, mais pour arriver en fait à montrer la supériorité, si quand même, des Américains, des Occidentaux, des chrétiens par rapport à ces pauvres Turcs. Et donc je me dis, mais comment se fait-il qu'on fasse ça, et comment se fait-il qu'on accepte ça, et que ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Or, je note une concomitance. 1978, c'est la sortie du livre d'Edward Said, L'orientalisme. C'est quand même intéressant parce que l'orientalisme, donc c'est un livre dans lequel Edward Said montre que notre intérêt, enfin l'intérêt des Occidentaux pour l'Orient, qui est un intérêt réel parfois, est un intérêt surtout qui a servi les intérêts des Occidentaux, c'est-à-dire à montrer la supériorité des Occidentaux par rapport aux Orientaux. Et alors la thèse peut paraître discutable, etc. Je pense que, en gros, elle est quand même tout à fait valable, même s'il y a beaucoup de contre-exemples. Donc moi j'ai été voir, du coup, dans ce qu'on avait écrit sur la Turquie depuis le XIVe siècle. Heureusement, moi je ne suis pas historien, hein, donc je n'ai pas fait œuvre de recherche comme un historien peut faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, je me suis laissé guider par des gens comme Stéphanie Arasimos, par Michel Balivet, par Frédéric Hitzel, qui m'ont aidé, donné des indications, etc. Et là, je vois beaucoup de choses intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, alors d'abord, il y a peut-être dans l'ordre, Stéphanie Arasimos dit entre le 15e et le 18e siècle, c'est-à-dire sur 4 siècles, il y a en gros 600 récits de voyages qui ont été faits en Turquie. Donc il y a de la matière. Je tombe sur un truc très intéressant qui remonte en fait, qui est un petit peu antérieur, au XIVe siècle. Il y a un Andalou, dont on ne connaît pas le nom, qui écrit un roman qui s'appelle Jacob Chalabin. C'est Yacoub Çelebi. Et je lis ce truc, et je me dis c'est pas possible, c'est un faux. C'est incroyable, c'est un roman libertin, et avec une connaissance de la Turquie dont je n'imaginais pas que des Européens puissent l'avoir à l'époque. Comme le livre est postfacé par Michel Balivet, j'écris à Michel Balivet, je lui dis voilà, je viens de lire ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu une plaisanterie, parce que c'est vrai, c'est là. Il me dit non, non, pas du tout. Les Andalous étaient non seulement, ils étaient au niveau de la société beaucoup plus en avance que tout le reste de l'Europe, d'où en fait ce côté qui peut sembler extrêmement libre dans les propos et notamment tout ce qui tourne autour du sexe et de la sexualité, mais ils avaient une grande connaissance du monde ottoman avec lequel ils étaient très liés, et effectivement ils connaissaient très très bien le sujet. Et donc ce texte est vraiment très très intéressant. Donc ça raconte les histoires de ce Yacoub Çelebi, fils du sultan Mourad, qui a été après assassiné par son frère Bajazet. Et enfin, c'est vraiment un récit truculent, très, très intéressant, qui montre en fait que en Turquie, la religion la religion est là, mais les différences de religion n'entrent pas en ligne de compte entre les gens. C'est pas ça qui va faire une différence. On est chrétien, on est avec des statuts différents, etc. Mais en fait, on dépasse très facilement ça. Par contre, dans les textes que l'on lit après, où il y a énormément de choses très intéressantes sur le fait que les Européens découvrent des gens qui finalement sont comme eux, dont ils apprécient très souvent les qualités, notamment au niveau de l'hygiène, de la propreté, de l'organisation. Bertrand Donde de la Bancaire décrit par exemple les armées turques comme beaucoup mieux organisées que les armées françaises. Les gens sont sobres, sont propres, se comportent bien et pas comme des pillards comme plutôt dans les armées européennes. Et puis, alors, avec des hauts et des bas, mais il y a toujours une chose qui ressort et qui pose vraiment un problème pour les Européens qui vont là-bas, c'est la religion.
Alors ça, on peut trouver tout ce qu'on veut aux Turcs, ils sont bien, ils sont propres, ils sont machin, etc. Mais ils sont quand même complètement cinglés parce qu'ils sont musulmans et que ça, c'est pas possible. Or, ils ne connaissent absolument pas l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité d'accepter ça, mais personne ne connaît l'islam parce que personne n'a jamais lu le Coran. Ce Bertrandon de la Brocquère rencontre en 1433 un prêtre arménien qui, lui, a lu le Coran, ses commentaires, qui l'a traduit, et il donne cette traduction à Bertrandon de la Brocquère, qui rapporte cette traduction aux autorités ecclésiastiques de Bourgogne, puisqu'en fait il avait été envoyé par les Bourguignons. Et pendant les 20 ans qui vont suivre, il va attendre que ceci soit publié. Il n'y aura jamais de publication. Il n'y aura pas de publication du Coran, et donc de traduction, avant le XVIIe siècle. Et même, ça sera très très peu diffusé, puisque Voltaire, par exemple, quand il écrit son Mahomet, qui est une espèce de pochade en fait où il ridiculise Mahomet, mais quelque part ce n'est pas Mahomet qu'il vise, en fait c'est l'absolutisme, etc. Et Voltaire reviendra par la suite, après, parce qu'il aura lu enfin une traduction qui existe depuis un siècle, mais que très peu de gens ont lu, et où là, l'islam tout d'un coup lui semblera intéressant. Mais au départ, vraiment, c'est le grand point d'achoppement. Mais il y a quand même une période où il y a un emballement pour la Turquie. C'est le XVIIIe siècle. Des gens comme Lady Montagu, qui donc va en Turquie, elle accompagne en fait son mari, qui est le premier ambassadeur anglais auprès de la Sublime Porte. Elle a accès absolument à tout, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les harems où personne n'est rentré jusque-là. Elle rencontre des hommes qui lui parlent très simplement, les hommes turcs n'ont pas de problème pour parler avec les femmes, et elle donne une image de la Turquie qui est très, très différente. Et il y aura après, par exemple, un type comme Jan Potocki, qui est l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, va en Turquie et en Égypte, et là, il a 23 ans, au lieu de faire le chemin habituel qui est Rome, Grèce, etc., lui, il choisit plutôt l'Orient. Et il s'énerve quand il est en Turquie parce qu'il dit que les Européens, en fait, ne restent qu'entre eux ou avec les minorités, et ne vont jamais voir les Turcs. Alors qu'en fait, il pourrait très bien, et que lui, il le fait, et qu'il est très bien accueilli, etc. Et il y aura comme ça pas mal de gens qui auront une image différente. Goethe, par exemple. Goethe écrit le divan occidental-oriental. C'est une œuvre très très intéressante parce qu'il il rentre vraiment, c'est pas une traduction de la poésie orientale, il rentre vraiment dans le monde de l'Orient, qu'il s'approprie et qu'il habite totalement. Goethe aura, non, enfin je vais en parler après, je reste sur l'histoire de cette vague. Même au XIXe siècle, des gens comme John Linné, Edmond About, qui écrivent des choses très très favorables à la Turquie, mais vous allez voir que ça va changer après. Dans la même époque, il y a quelque chose qui est très frappant, qui est la musique et la peinture. La peinture, quand elle n'est pas une peinture de propagande, c'est-à-dire lorsque les peintres orientalistes, et ça se passe surtout au XIXe siècle, mais ça a commencé au XVIIIe, lorsqu'ils vont sur place, en fait, ils ne peuvent pas avoir le même regard que les écrivains, par exemple, qui très souvent passent comme ça et puis jugent. Quand on peint, on est obligé de regarder, on se laisse avoir par les couleurs, par les formes, par les visages, etc., qu'on regarde différemment, et du reste, beaucoup de ces peintres vont donner une image totalement différente de l'Orient, et même certains vont se convertir. Et ce n'est pas des conversions qui sont faites comme ça, c'est des conversions réelles, parce qu'ils rentrent vraiment dans la vie de la Turquie ou d'autres pays. Et plus loin même, il y a la musique. Lorsque vous avez, ça a commencé, vous avez par exemple en 1669, lorsque Lully écrit avec Molière, Le bourgeois gentilhomme, il y a toute cette musique avec l'entrée de la marche des Turcs.
en fait, ça n'est pas du tout une musique parodique. Il s'inspire réellement de la musique turque, et c'est ce qui fait que ça marche, c'est-à-dire qu'il faut que le bourgeois gentilhomme croit vraiment qu'il voit le grand Mamamouchi, mais il faut que le spectateur aussi. Et c'est pour ça, c'est ce qui a fait le succès de cette musique, qui est vraiment inspirée par la musique turque. Et ça va plus loin encore avec un type comme Mozart, qui connaît le monde turc, puisqu'il il vient de Vienne, et que l'Autriche a été très souvent confrontée aux Turcs, et qui n'ont pas du tout le même regard que nous sur la Turquie. Et on retrouve dans pas mal de ses œuvres des inspirations de la musique turque. Alors, il y a la fameuse marche turque, mais il y en a d'autres. Le summum étant dans l'enlèvement au sérail. L'enlèvement au sérail, curieusement, on ne retient jamais une chose importante. C'est-à-dire, le truc de l'enlèvement au sérail, en fait, l'histoire, c'est que des pirates ont enlevé ont piraté dans un bateau une jeune femme avec sa suivante et le compagnon de sa suivante, et elle a été donnée à un pacha qui est amoureux de cette jeune femme, qui ne veut pas de lui parce qu'elle est fiancée. Ils sont tous d'origine espagnole, enfin tous. Elle et le serviteur, la servante, elle, est anglaise. Et le fiancé de cette jeune femme va tout faire pour arracher sa fiancée des griffes du pacha. Il se fait pour un architecte paysager, il vient et il va refaire le jardin de la maison du pacha, etc. Et il arrive à approcher donc, la belle, et au moment où ils sont en train de s'échapper, hop, ils se font prendre par un des serviteurs, et ils sont amenés devant le pacha. Et à la fin de l'opéra, en fait, le pacha est devant donc, ce jeune couple, avec cette jeune femme dont il est tombé amoureux, mais qui ne veut pas de lui. Et donc, il leur dit la chose suivante, il leur dit, bah, ok, très bien, j'ai perdu, vous allez partir, je ne vais pas ni vous retenir, ni quoi que ce soit. Je vais simplement vous dire une chose. Et il dit au jeune garçon, vous êtes en fait le fils du grand d'Espagne, qui m'a fait fuir d'Espagne. J'ai dû partir d'Espagne, j'ai tout perdu à cause de votre père. J'ai trouvé refuge ici, donc dans l'Empire ottoman. Je me suis converti et j'ai appris qu'en fait la vengeance ne servira à rien, et donc allez dire à votre père que voilà, je vous ai laissé partir, je vous laisse vous aimer comme vous voulez. Et voilà. C'est incroyable parce que en fait cette fin, lorsque vous lisez les résumés de l'enlèvement au sérail, ça passe comme une espèce de pochade sympathique, etc. Et cette fin n'est jamais vraiment soulignée. Mozart s'est battu pour qu'il y ait cette fin. Il a fait réécrire en fait le livret pour arriver à cette fin. Ce qui n'est quand même pas rien, je veux dire, c'est lourd de sens tout ce qui est dit là. Là, on est à l'aube du XIXe siècle. Au XIXe siècle, les choses ont complètement changé. C'est-à-dire que ce regard sympathique que l'on a pour la Turquie va devenir un regard méprisant. Ça commence déjà avec Chateaubriand. Chateaubriand commence son voyage, son itinéraire de Paris à Jérusalem en disant essayez de parler d'humanité à des Turcs, c'est peine perdue, ils ne pourront jamais rien comprendre. Là-dessus, il arrive en Égypte, il veut voir Mehmet Ali. Il a entendu parler quand même, il paraît que ce type fait un petit peu de bruit, il fait quelque chose. Il va au château de Mehmet Ali, au Caire, au palais, et Mehmet Ali n'est pas là, il voit que son fils Ibrahim, qui est quand même celui qui a failli renverser le sultan quelques années plus tard. Et Chateaubriand le traite vraiment comme de la merde. Il dit il y a cette espèce de petit bouseux là par terre qui est nul, etc. Enfin, c'est quand même absolument incroyable. Et tout va être comme ça. Vous lisez les orientales de Hugo, 41 poèmes, dont les 3/4 en fait sont négatifs à l'égard des orientaux et très souvent des Turcs, et quelquefois extrêmement violents. Le même Hugo, par exemple, au départ de Notre-Dame de Paris, dit, mais vous savez, pour brûler des écrits, c'est simple, il suffit d'avoir une torche et un turc. Ah bon, pourquoi? Et qu'est-ce que ça vient foutre dans Notre-Dame de Paris? Alors, moi, je lis ça, je me dis, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Enfin, je me suis demandé, j'ai cherché, je me suis dit, un turc, c'est peut-être un ustensile, etc. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est bien une torche et un turc. Et ben voilà, c'est normal. C'est normal de dire. Alors,
c'est juste peut-être une paronomasse, hein, comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc pour brûler un écrit, il faut une torche et un turc, ça sonne bien. Mais enfin quand même, c'est pas tout à fait innocent. Le même Hugo quand même disait, quelques années plus tard, dans un discours qu'il a fait en faveur de la colonisation, en parlant de l'Afrique, en disant « Mais allez-y, colonisez, de toute façon sur ces terres, il n'y a rien. » C'est-à-dire, il y a des nègres, mais les nègres, c'est rien. Bon, voilà, c'est le même Hugo qui écrit Les Misérables, etc., hein, qui est par ailleurs admirable, mais ça, il faut le savoir. Ça se traduit aussi dans la peinture. Delacroix, les massacres de Kyo. Il a raison, les massacres de Kyo ont eu lieu. Sur l'île de Kyo, donc il y a eu, effectivement, l'armée turque a massacré les Grecs qui étaient là. Et Delacroix choisit, donc vous pouvez voir le tableau au Louvre. Un point de vue humaniste, il ne montre pas des scènes de guerre, des gens, tout ça c'est en arrière. Ce qu'il montre en fait, c'est les effets de ces massacres sur la population. Donc ils sont tous au premier plan, où on a ces gens qui sont dans des poses absolument désespérées. Un gamin qui rampe sur une femme dont on ne sait pas si elle est endormie ou elle est morte. Une autre femme qui essaye d'attirer, de sortir son compagnon de sa torpeur, etc. Enfin, on sent que tous les gens sont extrêmement choqués, bouleversés. Et c'est très bien, c'est à hauteur d'homme, donc c'est humaniste. Sauf que si vraiment on parlait d'humanisme, on ne devrait pas avoir un tableau, on devrait en avoir deux. C'est-à-dire on devrait avoir les massacres de Kyo, puis en face les massacres de Tripolitza. Un an avant, donc en 1831, à Tripolitza, les Grecs ont massacré tous les Turcs et les Juifs qui étaient dans la ville de Tripolitza. Ça n'est pas anodin, donc c'est quelque chose qui a existé, hein, c'est documenté, c'est le commandant écossais, puisque vous savez que derrière la guerre de libération de la Grèce, il y a à l'époque en fait toute l'Europe, puisque l'idée en fait c'est de dépecer au fur et à mesure et de démanteler l'Empire ottoman. Derrière il y avait donc les armées anglaises. Et le commandant des armées anglaises qui était donc dans la région a démissionné parce qu'il ne voulait plus participer à ces désordres-là. Donc voilà, donc là on n'est plus, là c'est pas vraiment de l'orientalisme comme on peut, enfin c'est de l'orientalisme, mais ça n'est pas la peinture orientaliste des gens qui vont sur place, etc. C'est la peinture de propagande. Et il faut savoir, si on revient par exemple sur Ibrahim dont je parlais tout à l'heure, Ibrahim donc, qui est un personnage vraiment très important, le fils de Mehmet Ali, en 1847 vient à Paris. On le reçoit parce que Mehmet Ali et en fait c'est déjà Ibrahim qui dirige le pays parce que son père est devenu sénile et n'est plus en capacité de vraiment diriger le pays. On le reçoit et on l'emmène voir un tableau formidable qui est le tableau montrant le massacre des Mamelouks par Mehmet Ali. Et on a Mehmet Ali qui est là et qui contemple juste les Mamelouks qui se font massacrer. On parle de 200 personnes. Est-ce que vous avez un tableau sur Bonaparte donnant l'ordre de massacrer les 5000 soldats ottomans sur la plage de Jaffa? Non, on ne le sait même pas. Bon, et pourtant c'est quelque chose qui existe. Donc c'est quelque chose de permanent, les choses se sont retournées. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de justifier la colonisation rampante qu'on était en train de faire de la Turquie et le fait qu'on cherchait à démanteler l'Empire ottoman, ce qui est tout le jeu diplomatique du XIXe siècle. Je me dis, il y a une persistance quand même là de ces clichés négatifs qui, d'un côté, en fait, ne touchent pas que les musulmans. Je veux dire, les clichés sur les Noirs, on en a fait des masses. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin, pour justifier l'esclavage, où on déshumanisait les gens, et ben effectivement, de les déshumaniser. Et donc, on en a fait aussi. Donc, je veux dire, on n'a pas arrêté de produire des clichés pour asseoir, en fait, et pour nous donner bonne conscience dans notre domination, du monde. Et puis, donc, il y a eu la même chose avec l'antisémitisme. J'ai oublié de parler du reste, j'y viendrai, je ne sais pas où. Du film Le Juif Zus, qui est très intéressant. Vous devez
si vous ne l'avez pas vu, parce qu'en fait peu de gens ont vu le film, puisqu'on n'a plus le droit de le voir, et que, enfin, jusque dans les années 90, on n'avait pas le droit de projeter le film. Depuis, on peut le voir, mais dans des circonstances particulières, etc. Le Juif suisse, c'est pareil que Midnight Express. Ça raconte une histoire vraie. Ça s'est passé effectivement en 1733 à Stuttgart, dans le duché de Württemberg. Et donc ça raconte une histoire vraie, et ça raconte, enfin je ne vais pas vous raconter les histoires du Juif suisse, mais il y a eu un livre qui a été fait qui a été écrit en 1924 par Leon, bon, on va revenir, et qui montrait l'antisémitisme qui s'était développé. C'est-à-dire que le Juif suisse, en fait, c'était un type, à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de vivre en ville. Le duc de Stuttgart gérait très très mal ses affaires. Les bourgeois qui géraient la ville l'empêche de faire certaines dépenses. Il va demander l'aide du Juif suisse, qui est un bijoutier, banquier, etc., qui est très riche, qui est un type très bonhomme d'affaires. Le Juif suisse dit « Ok, très bien, je vous aide, mais vous laissez rentrer les Juifs à Stuttgart. » Et puis, les choses vont mal tourner, et évidemment, la population va s'en prendre aux Juifs, et ils vont massacrer le pauvre Juif suisse et exclure à nouveau les Juifs de la ville. Cette histoire a été racontée d'abord de manière réelle, puis après les gens s'en sont servis en fait pour justifier leur antisémitisme, et puis Léon Feuchtwanger en 1924 réécrit le livre et remet les choses à leur place, et les nazis décident de reprendre l'histoire et d'en faire en fait l'apologie de l'antisémitisme. Et dans le film, c'est très intéressant parce que dans le film, les Juifs sont 10 000 fois mieux traités que les Turcs dans Midnight Express. Midnight Express, vous pouvez le voir où vous voulez, le Juif suisse, c'est impossible à voir. C'est-à-dire que même c'est fou, c'est écrit, donc le film a été supervisé par Goebbels. Dans le film, il est dit, par exemple, il y a un moment, il y a un Allemand qui déteste Zus, mais qui dit « Ouais, mais personne n'est plus intelligent qu'un Juif. » Le Zus est montré comme un type très élégant, qui parle bien, qui porte bien, etc. Enfin, très souvent, en fait, dans le film, les Juifs sont plutôt montrés de manière plus favorable que les Allemands. Mais ils sont Juifs. Et la seule justification de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Alors que, c'est-à-dire qu'on est antisémite parce qu'on est antisémite, parce qu'il faut détester les Juifs. Et à la fin, parce que Zus, dans le film, a forcé une femme allemande à coucher avec lui, et que ça, c'est absolument horrible, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, ah oui, mais vous comprenez, dans la Bible, il est écrit qu'un juif qui se mélange avec une chrétienne doit mourir. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Bon. Et sinon, tout l'argumentaire du film, c'est il faut être antisémite parce qu'il faut être antisémite. Mais il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est très troublant. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ce film est interdit, parce que ça serait, contrairement à ce que... Enfin, après, on peut se poser des questions quand on voit le succès, effectivement, de Midnight Express, mais les arguments sont tellement stupides que c'est un film qui, je pense, très facilement pourrait agir, au contraire, contre les antisémites. Enfin bon. Donc, ce que je reviens à ma petite présentation, où ce que je disais, c'est que cette action qui a été, enfin ce film, donc qui est anti-turc, il n'est pas spécialement anti-turc. En fait, ils n'ont rien à foutre des Turcs. Tous ceux qui ont fait ce film, que ce soit Stone, etc., ils avaient besoin de flinguer un peuple. Ils ont l'habitude de le faire. On a l'habitude de le faire. On l'a fait avec de multiples populations. Il y a juste une chose peut-être différente, c'est que la Turquie a été, en Europe, pendant des siècles, le fer de lance, enfin, a été le seul pays musulman et que l'on pouvait craindre.
pendant des siècles, on se demandait est-ce que jusqu'où ils vont aller, etc. On dit la bataille de Lépante, les Turcs ont perdu toute leur flotte. Oui, sauf que un an après, la flotte est entièrement reconstruite. La bataille de Lépante n'est pas le truc qu'on imagine où en fait la flotte turque est anéantie et ils n'ont plus aucun pouvoir dans la Méditerranée. Ça prouve juste qu'ils ne sont pas, que les Turcs ne sont pas invincibles. Et c'est ça la vraie victoire que nous on a transformée, qu'on a transformée après en une. Mais la suprématie turque, elle est ébréchée, mais elle existe encore pendant des siècles. Mais par contre, c'est effectivement pour la chrétienté, c'est l'ennemi qu'on a toujours trouvé. Et donc, finalement, quand on dit des trucs comme on le fait avec Midnight Express, quand on choisit de prendre les Turcs comme tête de Turc, finalement, on est habitué à ça. Et moi, je sais que très souvent, lorsque je parlais du livre que j'étais en train d'écrire et de mon intérêt pour ce film, et que je disais quand même c'est un film extrêmement raciste, les gens me disaient ah bon, non, moi je ne l'ai pas vu comme ça. Non, ah bon, oui d'accord, un truc dans lequel on n'arrête pas de dire que tous les Turcs c'est des enfants, etc. Imaginons qu'on fasse 2 secondes de ça sur des Français ou des Anglais, on serait absolument outrés. Mais non, là, ça passe. C'est-à-dire qu'on a complètement intégré ça. Alors moi, par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, j'essaie de faire un documentaire. Alors j'écris quelque chose dans lequel mon idée, c'était absolument pas, donc, vous avez compris, de flinguer ceux qui ont fait le film, les Parker, etc. C'était de comprendre et d'amener éventuellement même Parker à comprendre ce qu'il avait fait. J'avais cette ambition naïve. Et donc j'ai écrit à Parker, j'ai demandé à le rencontrer. Ça a pris du temps, mais finalement je l'ai rencontré. Et puis donc j'ai écrit un scénario, enfin un synopsis dans lequel j'expliquais tout ça. Et évidemment, pour faire un film, il faut de l'argent. Donc j'ai présenté ça au CNC, à la SCAM, à la Commission européenne, etc. Je me suis fait jeter partout, bon, ce qui peut arriver. Sauf que ce qui n'arrive jamais, c'est que partout, mais je dis bien à chaque fois, on m'a indiqué que non seulement on n'allait pas me donner de l'argent, mais qu'en plus on ne défendait pas les Turcs. Ce qui n'était vraiment pas mon propos. Et je trouve quand même assez incroyable qu'on ose faire ce genre de choses. Donc comme je suis tenace, je me suis dit, ok, très bien, je vais en faire un livre, et qui est le livre que j'ai fait, dans lequel je raconte en fait une partie de ce que je vous ai dit. Et en fait, cette péripétie, non pas pour me plaindre ni quoi que ce soit, mais pour dire qu'en fait, tout ça est très profond et que ça peut avoir des implications multiples. Et puis en face de ça, j'ai voulu en fait prolonger un petit peu ça par donc, toute cette étude que j'ai faite, par une expérience qui va à rebours de celle qui est montrée dans le film. C'est-à-dire que là, vous avez un mec qui passe 5 ans en Turquie, qui déteste tout, du début à la fin, qui ne comprend jamais rien, qui n'arrête pas de dire que ces gens n'ont rien à voir avec lui, qui, en 5 ans, même lorsqu'il traduit quelques mots en turc, n'est jamais foutu de les orthographier correctement, alors que quand même, écrire le turc, enfin, traduire, c'est la chose la plus simple qui soit, puisque c'est complètement phonétique. Et donc, moi, j'ai voulu, dans la deuxième partie du livre, montrer une expérience différente, qui était un voyage que j'ai fait avec ma femme et mes enfants, dans l'est de la Turquie, où là, on retrouve en fait toutes les traces de ce qu'est l'ADN de la Turquie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à Gaziantep, que vous êtes au musée des mosaïques de Zökmar, vous voyez l'influence des Romains. Lorsque vous êtes à Mardin, évidemment, vous voyez l'influence des Assyriens, des Arméniens, des Kurdes. Et vous voyez toute cette mosaïque en fait, qui se construit, qui a été plus ou moins occultée, plutôt plus que moins, malheureusement, mais qui est là. Et ce voyage, on le fait au moment de Gezi Park. Et c'est très intéressant parce que là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'était peu de temps du reste, après l'époque où et j'avais découvert ça grâce à toi, Fethiye, l'avocate, Fethiye Çetin, qui avait parlé de sa grand-mère arménienne
et en fait qui a réveillé énormément de choses dans la population, où tout d'un coup, plein de gens se trouvaient effectivement être dépositaires de cette mosaïque que nous, on a toujours refusée. Il faut savoir, alors je suis désolé, mon truc est décousu, j'ai oublié de parler dans mes recherches, il y a un moment où je suis tombé sur un livre très intéressant qui a été écrit par deux démographes français, qui s'appellent Youssef Courbage et Philippe Fargue. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Les Juifs et chrétiens dans l'islam arabe et turc. Et c'est vraiment très intéressant. Il montre plusieurs choses, notamment en fait que l'islamisation de l'Anatolie s'est faite avant l'arrivée des Turcs, qu'elle s'est faite dans la plupart du temps pacifiquement, que finalement, dans la population elle-même, il y a très très peu de différence entre les Turcs, les Grecs, et que l'échange de population qu'il y a eu, par exemple, en 1923, ça n'est pas des Grecs qu'on a emmenés en Turquie et des Turcs qu'on a emmenés en Grèce, ce sont des Turcs, des Grecs chrétiens, non, des Turcs chrétiens qu'on a emmenés en Grèce et des Grecs musulmans qu'on a emmenés. C'est-à-dire que c'est nous qui avons imposé cette différence fondamentale entre les religions, qui n'existait pas dans l'Empire ottoman, mais qui pour nous est absolument fondamentale. Et on le voit toujours aujourd'hui. Lorsque vous entendez que Hélène Carrère d'Ancos, qui est très connue essentiellement pour une chose, elle connaît très très bien le monde russe, et elle a prévu, dans les années 80, la chute de l'Union soviétique. Sauf qu'elle l'a prévu, pourquoi? Parce que les républiques musulmanes allaient faire effondrer le régime. Évidemment, les musulmans qui sont partout, etc. Et la même Hélène Carrère d'Ancos, qui aujourd'hui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française, écrivait récemment dans une interview au Figaro qu'elle appelait vraiment de ses voeux Houellebecq à venir les rejoindre et qu'elle admirait notamment son livre Soumission, qui est un livre visionnaire. Ouais, très bien. Dans Soumission, Houellebecq dit que, donc ça se passe il y a plus de 10 ans, qu'un parti musulman va prendre le pouvoir et qu'on va avoir un président musulman. Nous sommes plus de 10 ans après. Oui, il est où le parti musulman visionnaire de monsieur Houellebecq? Où est après cette soumission à laquelle nous devions... Alors c'était extraordinaire dans le livre de Houellebecq, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est formidable parce que non seulement donc, nous avons un président musulman et évidemment nos élites qui ne tiennent absolument pas à leur culture, à leur religion, etc., se convertissent par intérêt à l'islam, vite fait, notamment, pourquoi? Parce qu'avec ça, ils vont pouvoir se taper des petites filles, parce qu'ils vont devenir polygames, et donc ils vont se taper des petites filles de 8 ans, et ça va être super. C'est quand même, ça montre qu'il y a quand même un problème, et qu'on a un réel problème avec cette religion, avec l'islam, mais peut-être avec toutes les religions, parce que il me semble qu'il y a une autre religion, je crois, les Juifs ont eu quelques problèmes avec nous il y a quelques temps. Voilà. Comment a été financé le film? Le film, il a été financé... Parce que tu m'avais dit une chose intéressante, parce que c'est... C'est-à-dire? Tu m'avais dit que c'était des capitaux arméniens. Ah non, alors ça c'est pas moi qui dis. Ça c'est le grand fantasme. Ah non, ça excuse-moi, c'est pas moi. Ça c'est le grand fantasme. C'est le grand fantasme. Non, justement, le gouvernement turc a crié, et c'était la défense absolument nulle de tous les gouvernements turcs, c'est de dire tout ça parce que dans le générique, il y a 3-4 noms de Grecs et d'Arméniens, etc., qu'ils ont trouvé à Malte pour faire de la figuration, que c'était un complot gréco-arméno, je sais pas quoi. Il n'y a rien de tout ça, c'est pas un complot, et c'est même pas, comme je l'ai dit, c'est même pas, ils n'ont pas cherché à faire un film anti-turc, c'est juste parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y a un mépris total des gens, mais c'est tout. Oliver Stone, quand il est venu soi-disant faire des excuses en Turquie, en fait, où il est venu parce qu'il avait un film à vendre et qu'il fallait que Hollywood voulait que son film puisse se vendre, etc., et que derrière il y a quand même de l'argent. Donc Oliver Stone vient et dit « Ah oui, le pays a changé quand même. J'y suis passé en 74, il était vraiment très très ottoman. Ottoman voulant dire reculé, enfin, vraiment arriéré, etc. »
C'est toutes les excuses qu'il a faites, mais en fait, il en a rien à foutre. C'est vraiment de l'impérialisme, du mépris, et voilà, c'est tout ce que ça exprime. Donc non, en tout cas, c'est pas moi qui t'ai dit que ça pouvait. Certains disent que ce film a beaucoup marché aussi à cause de, je l'ai un petit peu abordé, la technique. Est-ce que par rapport aux techniques, la rapidité du film, oui, mais est-ce que ça vraiment c'était aussi remarquable que ça pour que ça entraîne autant de foule? C'est remarquable, c'est-à-dire que comme j'ai dit, c'est un mec qui vient de la pub, donc il sait manier les clichés. Et c'est un film qui ne repose que sur des clichés. Donc c'est sur... voilà, après, si... Mais il y a beaucoup de films qui marchent comme ça. Moi, il y a beaucoup de films américains qui... enfin, et pas seulement américains. Et sur le rythme. Comment? Sur le rythme. Oui, qui marchent sur... Alors, moi je veux bien... C'est vrai que le grand avantage du cinéma par rapport à la littérature, il y a un truc qui vous gêne dans un livre, tu reviens une page en arrière, tu te dis non mais attends, là ça va pas être là. Au cinéma tu peux pas parce que tu es emmené. Mais quand même, quand vous avez une telle avalanche de propos haineux et d'absurdité comme ça, là il y a un moment où on devrait décrocher. Et apparemment, il semble qu'on ne décroche pas. Et je pense qu'on ne décroche pas. Pourquoi? Parce qu'on accepte ça. Parce que, justement, c'est ce que je cherchais à montrer. C'est parce que finalement, on est habitué à ça. On nous a habitués à ça depuis plus d'un siècle. Et donc, bah, ça passe. Il y a eu la même chose hein, avec le film Borat, par exemple. Borat, c'est un film d'un Anglais, encore, de Sacha Baron Cohen, qui fait un film qui est complètement déjanté, qui est par certains côtés absolument génial, mais dont la première partie est censée se passer au Kazakhstan. Il n'a jamais foutu les pieds au Kazakhstan, il n'en a rien à foutre. Et il montre les Kazakhs, mais vraiment comme les dernières des brutes abrutis, là aussi antisémites et complètement débiles, etc. Les Kazakhs ont été très choqués par ça. Bon. Beaucoup de gens... Pardon? Non, mais enfin, c'est humoristique, mais montrer comme ça, enfin, sauf que ça n'a rien à voir, oui, mais aussi, comment il s'appelle tout à l'heure, je parlais de l'américain, là, de l'américain, je ne fais que ça, là, au 19e siècle, là, Mark Twain, là aussi, c'est humoristique, c'est quand même odieux. C'est d'écrire, dire, alors il dit oui, la bouffe est vraiment infecte, on va à Istanbul, on est dans un restaurant, le cuisinier laisse tomber la viande qui est mangée, qui est prise par un chien, il l'arrache de la bouche du chien, il la met dans notre assiette. Ouais, c'est très drôle, c'est très drôle, et puis aussi c'est très drôle à chaque fois qu'ils ont un guide, quel que soit son nom, le guide donne son nom, il l'appelle tous Ferguson, ils les ont tous appelés Ferguson. Ben oui, parce qu'on n'a pas besoin de retenir leur nom. Ben, c'est des trous du cul, donc pourquoi on... oui, c'est humoristique, mais on n'a pas le droit quand même on peut, sur l'humour, qu'on se moque. Le film est très humoristique, et il est tout à fait pertinent quand il est aux États-Unis. Et là, c'est effectivement très drôle. Se foutre comme ça d'un peuple sur rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui corresponde à quoi que ce soit sur les Kazakhs. Moi, je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça pathétique. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, beaucoup de gens que j'ai vus, soi-disant évolués, etc., on dit, ah bah oui, il a tourné le début au Kazakhstan, etc., et c'est pareil. Donc, bon, moi, je veux bien, on peut se permettre de flaguer les gens comme ça. Midnight Express a été tourné à Malte. C'est ça. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, les Turcs n'ont pas voulu. Et donc, après... oui, non, mais ils avaient présenté en fait un scénario édulcoré. Et quand même, les Turcs avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et voilà. Et moi, je suis très étonné qu'en Turquie... Alors, je trouve que la défense turque, justement, qui a consisté à parler d'un complot auquel personne ne peut croire, ce complot gréco-arméno, je ne sais pas quoi, je trouve ça totalement ridicule. Il fallait, au contraire, montrer, argumenter et montrer le racisme de ce truc. Et après, projeter ce film en Turquie, je pense que c'est du masochisme. Ou c'est du... Enfin, ça arrive parce que, franchement... Il est projeté en Turquie ? Ah ben il était projeté, il est passé à la télévision en Turquie. Enfin, je pense pas qu'on ait besoin de voir ce genre de truc. Moi j'ai revu, donc pour préparer là, ce soir,
j'ai revu le film, franchement, je souffre je souffre pas par amitié avec les Turcs ou par empathie ou quoi que ce soit. Je souffre de tant de bêtises et je souffre de tant de haine gratuite et de violence gratuite. Et il y a un moment quand même, il faudrait qu'on sorte de ça. En plus, il y a des choses absolument... Enfin, ce que j'ai gardé comme souvenir, je ne sais pas si j'aurai le courage de revoir ce truc, mais on voit, il y a une séquence soi-disant en ville, où on voit des gens en djellaba, etc., qui sont... On se dit, mais c'est quoi ça? C'est Istanbul ou c'est Marrakech ou qu'est-ce que c'est que ce truc et tout? On voit des chars. Je me souviens très bien, parce que le film date de quand? 78. 78. Et on voit des chars et des militaires dans un certain nombre de choses, si tu t'en souviens. Et moi, je m'étais fait la réflexion, mais bon, Sang de bois, il montre des chars et tout ça. Évidemment, ce pays a vécu un coup d'État militaire en 70, un coup d'État militaire en 80, donc c'est postérieur, mais il y a eu le coup d'État militaire, et c'est pas contre les Américains qu'il y a des chars. C'est pas contre les Occidentaux qu'il y a des chars. Il y a un truc complètement fantasmé aussi, un mélange. Ce film n'a rien à voir, en fait. C'est pour ça que je dis, on dit que c'est une histoire vraie, ça n'est pas une histoire vraie. C'est l'exposition d'un fantasme. Ouais. Et après, on peut inventer n'importe quoi. On a échappé quand même, parce que la fin qu'avait prévue Oliver Stone était très différente de celle qui a été tournée. Il s'échappait, et là, il y avait un espèce de toute l'armée turque se mettait à sa recherche. Il y avait des courses de chars jusqu'à la frontière grecque, et qu'il arrivait à des jouets, etc. Et là, ça devenait James Bond. Et la production ne pouvait pas suivre. Donc, ils ont réécrit autre chose. On n'est pas dans la recherche d'une vérité quelconque. Personne de la production, personne, ni Oliver Stone, ni Alan Parker, ni personne n'a été dans une prison. Ce film, même si après ils ont dit oui, on veut dénoncer la condition des prisons turques, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la Turquie, etc. Mais dans ce cas-là, faisons-le sérieusement, mais pas comme ça. Mais en fait, parce que ça n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce qu'il faut interroger, évidemment, c'est de se dire, par exemple, en France, où il y a, chaque fois qu'il y a un film, on a des tas de revues, des tas de critiques, etc. Comment se fait-il que, à part tu as cité l'événement du jeudi, il y a eu quand même, des critiques, en France, il y a eu sûrement une demi-douzaine de critiques qui étaient très négatives mais tout ça a été balayé par l'enthousiasme pour ce film. Et c'est cet enthousiasme qui était interrogé. Cet enthousiasme, mais déjà que le Festival de Cannes, qui est quand même la plus grande manifestation mondiale du film, présente ce film, parce que c'est une plateforme formidable, et ça a été la plateforme de lancement du film. Que les Golden Globes aux États-Unis donnent 6 awards à ce truc, pareil en Angleterre. C'est quand même, c'est fou. Bon, il y a une raison politique derrière. Non, c'est pas des raisons politiques. Mais non. Mais attends, quand le public aime ce film, c'est pas par politique. C'est parce qu'il trouve ça génial. Ce mec, c'est le héros occidental qui est plus fort. C'est super rikiki, c'est-à-dire avec ses idées étroites. Pourquoi aujourd'hui Zemmour fait ses scores? Mais parce que ça plaît à une grande partie de la population. Ça plaît, on va aller casser la gueule. Et c'est très dangereux. Parce que on est en train de raviver la part la plus moche qu'il y a chez nous, et c'est ce que fait ce film. Mais c'est pas pour des raisons politiques. Le fait que le film ait une publicité, que le fait qu'il soit amené à Cannes, je pense que quand même il y a eu des les gens, il y a eu une sorte d'entente entre certaines personnes pour que le film vienne à Cannes. C'est pas tout d'un coup sa valeur qui vienne à Cannes. Je t'assure que non. Quand tu lis, par exemple, le producteur Goubert, donc, était le jour où le film était projeté, il était persuadé qu'ils allaient se rétamer. Il est allé se bourrer la gueule en dehors de Cannes. Il était à la Napoule ou je ne sais pas où. Et le soir, tout d'un coup, on l'a appelé, on lui a dit non, attends, reviens, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer, parce que le matin, il y avait eu la projection de presse qui avait été très fraîche, ou en tout cas assez négative. Et le soir, c'était un succès énorme. Et le succès, le soir, c'est pas des politiques, c'est le public. C'est le public. Et le public n'a pas arrêté, c'est-à-dire le public, c'est nous qui n'avons pas arrêté d'encenser ce film. Et c'est là où ça pose vraiment une question. Il n'y a pas de machination derrière, il n'y a pas de... Toute la production, elle a été très claire. Il y a des DVD avec vous savez, tous les suppléments, etc.
tout est expliqué. Vous verrez tout ce que les uns et les autres disent. Il y a même une version du film qui est commentée du début à la fin par Parker. Vous voyez, c'est un mec qui est pétri de petits préjugés. C'est vraiment pas un mec intéressant, mais qui ne connaît rien de la Turquie. Pour lui, la Turquie, comme pour beaucoup de monde, la Turquie, c'est pendant des siècles, ils ont massacré tout le monde. On ne sait pas très bien. Il y a le génocide arménien. Il y a aujourd'hui, ils nous emmerdent. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est exactement comme Stone qui. Et ce sont des grands spécialistes de ça. Stone a fait une émission en 6 parties d'une interview avec Poutine. Il ne connaît rien à l'histoire de la Russie, mais Poutine dit n'importe quoi. À aucun moment il le contredit ni quoi que ce soit. C'est finalement un film publicitaire pour Poutine. Bon, mais il y a une espèce d'inconscience, de méconnaissance et de mépris total. Et c'est ça qui est grave, parce qu'en fait, ce mépris, on le retrouve à peu près partout. J'ai pas lu encore le livre, mais je vois dans le livre que vous avez écrit à Alan Parker. Ouais. Et qu'est-ce que vous vouliez parler avec lui, en fait? Parce que vous vouliez vraiment, en fait, rencontrer... Je l'ai rencontré. Alors, ça a été long. C'est-à-dire que je lui ai écrit... alors, c'est venu de manière quand même assez curieuse, parce que tout le film a été tourné à Malte. Pour ceux qui ont vu le film, il y a quelques images quand même qui se passent à Istanbul, au début. Et c'est un ami à moi qui a tourné les images à Istanbul, qui était producteur de films publicitaires, et qui travaillait avec Hugh Hudson, qui était, avant d'être réalisateur, qui était le chef-op de Voyage Bar. Allô, allô. Pardon, j'ai vu que l'été... Pardon, excusez-moi. Non. Donc, enfin bref, par l'intermédiaire d'un ami qui avait travaillé plus ou moins avec Alan Parker et qui avait assuré les images à Istanbul, j'ai fait passer un mot à Parker. Parker n'a pas répondu. Et puis, j'avais un coproducteur irlandais qui rencontre un jour dans un festival Hugh Hudson, donc qui était le chef opérateur de Parker, et qui lui parle du projet. Et Hugh Hudson, le lendemain, parle à Parker, qui le lendemain m'envoie un email en disant « Ah, je suis désolé, j'avais oublié votre email, mais il semblerait que vous vouliez faire quelque chose sur le film. » Et c'est « Ah, bon, ouais, je suis pas très chaud, mais allons-y. » Donc j'ai été rencontrer Parker. Et en fait, donc je lui ai expliqué très clairement ce que je voulais faire, c'est-à-dire je ne voulais pas l'accuser, je savais très bien qu'il y avait entre lui et la Turquie un espèce de différent, et que je voulais au contraire essayer de montrer les choses, de comprendre, en fait. Toute ma démarche, en fait, elle vise à comprendre, plutôt qu'à condamner ou quoi que ce soit. Et en fait, là, il m'a répété, dans le livre, vous verrez, il y a sa réponse finalement, où il ne fait que répéter toujours les mêmes préjugés, les mêmes... Ah, il a répété encore. Comment ? Oui. Bah oui, vous savez, Einstein a dit qu'il est plus facile de détruire un atome que de détruire un préjugé. Et donc voilà. Donc on peut essayer de faire des choses, mais on sait que les préjugés... Le film est visible sur Netflix maintenant. Est-ce que tu sais quelle est l'audience Non. Est-ce qu'il y a un engouement ou pas? Parce qu'on entend parfois dire telle série ou tel film est vu je ne sais combien de fois. Non, à l'époque quand j'ai écrit le livre, j'avais été par exemple sur Allociné. Ouais. C'était le film ou un des films les plus commentés. Ah oui. Ouais. Et donc, certainement, enfin évidemment, beaucoup, enfin ça on sait. Hein, ouais. Et quand le DVD du trentenaire est sorti, ça a été le DVD de l'année. Donc, il a obtenu 80 000 avis sur imdb.com et que sa note est très bonne, 7,5 sur 10. Voilà. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été avis. Après, il y a quand même énormément de films américains qui sont quand même conçus pour un public entre 8 et 12 ans et qui sont toujours remplis de poncifs, qui sont vraiment tellement éloignés de ce qu'est les pays. J'ai vu beaucoup de films de Kurosawa et j'ai vu un film américain, je crois que ça s'appelle Le Dernier Samouraï. C'est aussi marrant qu'un James Bond. Ça... Ouais, mais enfin, ça c'est pas un film. Ça c'est pas un film pour les 8-12 ans.
Et des films dans lesquels, parce que dans les films, enfin c'est très rare, des préjugés, des poncifs, etc. Oui, il y en a effectivement énormément. Un film dans lequel il n'y a pas un élément positif sur un peuple, ça n'existe pas. Ouais. Même quand vous regardez, même pendant la guerre froide, on fait des films sur la Russie, le Docteur Zhivago, il y a quand même des Russes sympas, c'est pas tous des salopards. Et où, comme tu l'as rappelé au début, on traite un peuple de porc. On traite pas. On a des milliers de films où il y a une séquence où un type dit à un autre t'es un porc, ou t'es un salaud, ou t'es je sais pas quoi. Mais effectivement, il n'y a pas de film où on traite un peuple entier de porc. Donc il y a quand même un niveau là qui est... Mais on arrive vraiment difficilement à comprendre comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu plus de réactions négatives dans les pays occidentaux, où il y a quand même des journalistes éclairés, des critiques de cinéma, des je ne sais quoi. Oui. Parce que la démarche n'a pas été faite. Vous savez, je pense que ce genre de choses, il faut les déconstruire. Oui, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce livre. Parce que accusé de racisme, oui d'accord, et puis les gens disent non, je suis pas raciste, c'est toi qui es raciste. Bon, très bien. Il faut arriver à montrer comment les choses se font. Et comme d'habitude, les Turcs n'ont pas su répondre non plus. Ça c'est classique. Ça c'est classique. Oui, il faut répondre par le nationalisme, oui, il faut répondre par la victimisation. Alors le problème c'est que, voilà, on s'en sort. Bien sûr. Et j'en profite pour saluer l'éditeur de ce livre, Erhan, qui nous a rejoint tardivement.